Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire À la recherche du temps perdu, le tome 1. Vous vous souvenez, nous sommes toujours avec cette édition livre de poche. Du côté de chez Swan, nous avons terminé la semaine dernière la partie 1 qui était donc Combré. Et nous allons attaquer cette semaine la partie 2, Un amour de Swan. Nous sommes à la page exactement 331. On commence avec cette édition livre de poche. Et on va jusqu'à la page 383, j'avais dit, jusqu'à Je ne vous saurais pas laisser le reprendre. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais la publier ce soir, dimanche, parce qu'il y a eu une autre vidéo aujourd'hui, d'ailleurs une nouvelle vidéo Bibliothèque idéale, ou si je vais la publier demain matin pour commencer la semaine. Je ne sais pas encore. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ceux qui la regardent. Alors je sais que vous n'êtes pas nombreux à les regarder et c'est bien normal. Hein, c'est des vidéos qui sont amenées à être vues au fur et à mesure dans le temps et c'est normal qu'elles ne soient pas autant vues que les autres dans lesquelles je présente ou un de mes invités présente plusieurs livres. Mais ça me fait plaisir de les faire, ça me fait plaisir de partager et même pour les quelques dizaines de personnes qui les regardent, quelques personnes qui me disent j'aime beaucoup ce format de vidéo, ben, ça me fait plaisir de le faire. Donc dites-moi, voilà, ceux qui les regardaient, ceux qui ont pris cette habitude de me dire quand est-ce que vous préférez, hop, je remets un petit peu la caméra, est-ce que vous préférez le dimanche ou le lundi matin. Je vais voir encore une fois, je sais pas, j'ai pas encore décidé pour aujourd'hui. Alors on commence donc, deuxième partie, Un amour de Swan, on est dans la 7e semaine de lecture commune. Bravo pour ceux qui sont encore là et pour ceux qui suivent encore cette formidable lecture commune, cette formidable aventure qu'on a lancée et que vous êtes plusieurs à participer, à suivre sur le Discord. Je vous remettrai évidemment le lien pour aller suivre notre lecture commune et les échanges réguliers. J'en profite, mais je le fais à chaque fois, mais en fait à chaque fois c'est le même plaisir que j'ai pour vous remercier et franchement pour vous dire toute mon admiration, tous ceux qui sont sur le Discord, qui échangent tous les jours. J'ai même plus besoin d'y être. Je crois que je me sens même inutile maintenant sur ce Discord parce que j'ai lancé la machine et la machine, c'est la machine infernale. Vous l'alimentez tous sans moi et c'est formidable. Et moi, j'assiste avec admiration. Souvent, je lis vos échanges et je trouve ça absolument génial d'avoir lancé ce petit endroit où on parle de toutes les littératures, de tous les genres, où il y a de la bienveillance, du respect, des débats, et c'est ça que j'aime. Donc bravo encore une fois à ceux qui sont sur le Discord et à ceux qui l'alimentent. Franchement, bravo et merci. Allez, on commence de suite donc avec Un amour de Swan. Je sais que la vidéo va durer plus d'une heure. Je fais quand même une introduction sans rien dire de 3 minutes. Voilà. Je crois que les mémoires d'Adrien sont résumées dans ces 3 minutes-là. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurin, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était que le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça, enfonçait à la fois Planté et Rubinstein et que le docteur Cottard avait plus de diagnostics que Potin. Toute nouvelle recrue à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclue. Les femmes étant à cet égard plus rebelles que les hommes, à disposer toute curiosité mondaine et l'envie de se renseigner par soi-même sur l'agrément des autres salons, et les Verdurins, sentant d'autre part que cet esprit d'examen et ce démon de frivolité pouvaient par contagion devenir fatal à l'orthodoxie de la petite église, ils avaient été amenés à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure avec laquelle elle avait peu à peu cessé volontairement toute relation, à une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon personne ignorante du monde, et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire croire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et ta cocotte eussent dédaigneusement refusé. Les Verdurins n'invitaient pas à dîner, on avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait, car on ne forçait personne, et comme disait M. Verdurin, tout pour les amis, vive les camarades. Si le pianiste voulait jouer la chevauchée de la Valkyrie ou le prélude de Tristan, Madame Verdurin protestait, non que cette musique lui déplut, mais au contraire parce qu'elle lui causait trop d'impression. Alors vous tenez à ce que j'ai ma migraine? Vous savez bien que c'est la même chose chaque fois qu'il joue ça, je sais ce qui m'attend. Demain, quand je voudrais me lever, bonsoir, plus personne. S'ils ne jouaient pas, on causait, et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde.
Madame Verdurin, surtout, à qui, tant elle avait l'habitude de prendre au propre les expressions figurées des émotions qu'elle éprouvait, le docteur Cottard, un jeune débutant à cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri. L'habit noir était défendu parce qu'on était entre copains et pour ne pas ressembler aux ennuyeux dont on se garait comme de la peste et qu'on n'invitait qu'aux grandes soirées, données le plus rarement possible et seulement si cela pouvait amuser le peintre ou faire connaître le musicien. Le reste du temps, on se contentait de jouer des charades, de souper en costume, mais entre soi, en ne mêlant aucun étranger au petit noyau. Mais au fur et à mesure que les camarades avaient pris plus de place dans la vie de Madame Verdurin, les ennuyeux, les réprouvés, ce fut tout ce qui retenait les amis loin d'elle, ce qui les empêchait quelquefois d'être libres, ce fut la mère de l'un, la profession de l'autre, la maison de campagne ou la mauvaise santé d'un troisième. Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, qui sait, lui disait Madame Verdurin, cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir. Il passera une bonne nuit sans vous. Demain matin, vous irez de bonne heure et vous le trouverez guéri. Dès le commencement de décembre, elle était malade à la pensée que les fidèles lâcheraient pour le jour de Noël et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère ?» s'écria durement Madame Verdurin, « si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en Provence ?» Ses inquiétudes renaissaient à la semaine sainte. « Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme un autre jour ?» dit-elle à Cottard la première année, d'un ton assuré comme si elle ne pouvait douter de la réponse, mais elle tremblait en attendant qu'il l'eût prononcé, car s'il n'était pas venu, elle risquait de se trouver seule. « Je viendrai le vendredi saint, vous faire mes adieux, car nous allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne. »« En Auvergne ? Pour vous faire manger par les puces et la vermine, grand bien vous fasse !» Et après un silence, « Si vous nous l'aviez dit au moins, nous aurions tâché d'organiser cela et de faire le voyage ensemble dans des conditions confortables. » De même, si un fidèle avait un ami ou une habituée, un flirt qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurins qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aima en eux et ne leur préféra pas, disaient « Eh bien, amenez-le, votre ami !» Et on l'engageait à l'essai pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle, qu'il avait présenté, et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour infidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance, la demi-mondaine c'est Odette, la fameuse Odette, et d'ailleurs c'est celle dont parle la famille du narrateur dans la première partie, qui serait le mauvais mariage de Swann, et qui fait partie, même si elle est demi-mondaine, de ce petit cercle de fidèles de chez Madame Verdurin. Pour bien vous rappeler le contexte, pour bien vous l'expliquer. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il, séance tenante, la requête à sa femme. Il n'avait jamais d'avis qu'après sa femme, dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les désirs des fidèles, avec de grandes ressources d'ingéniosité. Voici Madame de Crécy qui a quelque chose à te demander. Elle désirerait te présenter un de ses amis, Monsieur Swann. Qu'en dis-tu ? Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça ? Taisez-vous. On ne vous demande pas votre avis, je vous dis que vous êtes une perfection. Puisque vous le voulez, répondit Odette sur un ton de marivaudage, et elle ajouta, vous savez que je ne suis pas fishing for compliments. Eh bien, amenez-le, votre ami, s'il est agréable. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurins. Mais Swann aimait tellement les femmes qu'à partir du jour où il avait connu à peu près toutes celles de l'aristocratie et où elle n'avait plus rien à lui apprendre, il n'avait plus tenu à ses lettres de naturalisation, presque des titres de noblesse que lui avait octroyé le Faubourg Saint-Germain, que comme à une sorte de valeur d'échange, de lettres de crédit dénuées de prix en elles-mêmes, mais lui permettant de s'improviser une situation dans ce tel petit trou de Provence ou tel milieu obscur de Paris où la fille du hobereau ou de greffier lui avait semblé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors un sentiment de vanité dont il était maintenant exempt dans l'habitude de la vie. Bien que ce fût lui sans doute qui autrefois l'avait dirigé vers cette carrière mondaine où il avait gaspillé dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait servir son érudition en matière d'art à conseiller les dames de la société dans leurs achats de tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtes.
et qui lui faisait désirer de briller, aux yeux d'une inconnue dont ils étaient épris, d'une élégance que le nom de Swann, à lui tout seul, n'impliquait pas. Il le désirait surtout si l'inconnu était d'humble condition. De même que ce n'est pas un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme d'élégant craindra de voir son élégance méconnue. Les 3/4 des frais d'esprit et des mensonges de vanité qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qui ne faisaient que diminuer l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était simple et négligent avec une duchesse, tremblait d'être méprisé, posé quand il était devant une femme de chambre. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attachés à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine, où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à y s'habituer, les divertissements médiocres ou les supportables ennuis qu'elle renferme. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui passer son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'étaient souvent des femmes de beauté assez vulgaires, car les qualités physiques qu'il recherchait, sans s'en rendre compte, étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression glaçaient ses sens, que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose. Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans son quant à soi et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un bonheur nouveau que si, au lieu de visiter le pays, ils étaient confinés dans sa chambre en regardant les vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait fait pour pouvoir le reconstruire à pied d'œuvre sur de nouveaux frais partout où une femme lui avait plu, une de ces tentes démontables comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ce qui n'en était pas transportable ou échangeable contre un plaisir nouveau, il lui donnait pour rien, si enviable que cela parut à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années que celle-ci avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup en réclamant d'elle, par une indiscrète dépêche, une recommandation télégraphique qui le mit en relation, sur l'heure, avec un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. Même après coup, il s'en amusait, car il y avait en lui racheté par de rares délicatesses une certaine muflerie. Puis, il appartenait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont vécu dans l'oisiveté et qui cherchent une consolation, et peut-être une excuse dans l'idée que cette oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, que la vie contient des situations plus intéressantes, plus romanesques que tous les romans. Il l'assurait, du moins, et le persuadait aisément aux plus affinés de ses amis du monde, notamment au baron de Charlus, qu'il s'amusait à égayer par le récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme qu'il avait ensuite ramenée chez lui, il eut découvert qu'elle était la sœur d'un souverain entre les mains de qui se mêlaient en ce moment tous les fils de la politique européenne, au courant de laquelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très agréable, soit que par le jeu complexe des circonstances, il dépendit du choix qu'allait faire le conclave s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une cuisinière. Ce n'était pas d'ailleurs seulement la brillante phalange de vertueuses douairières, de généraux, d'académiciens, avec lesquels il était particulièrement lié, que Swann forçait avec tant de cynisme à lui servir d'entremetteur. Tous ses amis avaient l'habitude de recevoir de temps en temps des lettres de lui, où un mot de recommandation ou d'introduction leur était demandé avec une habileté diplomatique qui, persistante à travers les amours successives et les prétextes différents, accusait plus que n'eussent fait des maladresses un caractère permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter bien des années plus tard, quand je commençais à m'intéresser à son caractère, à cause des ressemblances qu'en de toute autre partie il offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon grand-père, qui ne l'était pas encore, car c'est vers l'époque de ma naissance que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ses pratiques, celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Ah, voilà Swann qui va demander quelque chose à la garde ». Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison,
et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Quelquefois, tel couple ami de mes grands-parents, et qui jusque-là s'était plaint de ne jamais voir Swann, leur annonçait avec satisfaction et peut-être un peu de désir d'exciter l'envie qu'il était devenu tout ce qu'il y a de plus charmant pour eux, qu'il ne les quittait plus. Mon grand-père ne voulait pas troubler leur plaisir, mais regardait ma grand-mère en fredonnant. Quel est donc ce mystère? Je n'y pus rien comprendre. Ou vision fugitive. Ou encore, dans ces affaires, le mieux est de ne rien voir. Quelques mois après, si mon grand-père demandait au nouvel ami de Swann, « Et Swann, le voyez-vous toujours beaucoup ?» La figure de l'interlocuteur s'allongeait, ne prononçait jamais son nom devant moi. Mais je croyais que vous étiez si liés. Il avait été ainsi pendant quelques mois le familier de cousin de ma grand-mère, dînant presque chaque jour chez eux. Brusquement, il cessa de venir sans avoir prévenu. On le crut malade, et la cousine de ma grand-mère allait envoyer demande de ses nouvelles quand à l'office elle trouva une lettre de lui qui traînait par mégarde dans le livre de compte de la cuisinière. Il y annonçait à cette femme qu'il allait quitter Paris, qu'il ne pourrait plus venir. Elle était sa maîtresse et au moment de rompre, c'était elle seule qu'il avait jugé utile d'avertir. Quand sa maîtresse du moment était au contraire une personne mondaine, ou du moins une personne qu'une extraction trop humble ou une situation trop irrégulière n'empêchait pas qu'il fît recevoir dans le monde, alors pour elle, il y retournait, mais seulement dans l'orbite particulière où elle se mouvait ou bien où il l'avait entraînée. Inutile de compter sur Swann. Ce soir, disait-on, vous savez bien que c'est le jour d'opéra de son américaine. Il la faisait inviter dans les salons particulièrement fermés où il avait ses habitudes, ses dîners hebdomadaires, son poker. Chaque soir, après qu'un léger crépelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l'une ou l'autre des femmes de sa coterie. Et alors, pensant à l'admiration et à l'amitié que les gens à la mode, pour qui il faisait la pluie et le beau temps, et qu'il allait retrouver là, lui prodigueraient devant la femme qu'il aimait, il retrouvait du charme à cette vie mondaine sur laquelle il s'était blasé, mais dont la matière, pénétrée et colorée chaudement d'une flamme insinuée qui s'y jouait, lui semblait précieuse et belle depuis qu'il y avait incorporé un nouvel amour. Mais tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait, spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant, en revanche, quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy, par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann, non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique, de ces femmes, comme tout le monde, a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire. Elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Ses yeux étaient beaux, mais si grands qu'ils fléchissaient sous leur propre masse, fatiguaient le reste de son visage, et lui donnaient toujours l'air d'avoir mauvaise mine ou d'être de mauvaise humeur. Bon, ça commence mal entre les deux, vu la première impression qu'il peut en avoir, alors qu'on a vu que jusque-là, Swann est ce qu'on appelle un séducteur, et de toutes les classes sociales, voilà, essaye de séduire toutes les femmes qu'il peut trouver belles, et aime beaucoup ça, et aime beaucoup ensuite s'en vanter. Bon, enfin, en tout cas, là, ça commence très mal. Il n'a pas l'air de la trouver franchement belle, comme on pourrait dire. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant. Elle, ignorante, qui avait le goût des jolies choses, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux qu'elle l'aurait vu dans son homme, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres. Quoiqu'elle ne lui pas caché sa surprise qu'il habitât ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il était temps. J'aime bien, comme ça, comment cette classe bourgeoise essaie comme ça d'introduire des petits mots anglais pour essayer de se donner un genre. Finalement, ça n'a pas tant changé que ça, hein. Et après qu'il l'eut laissé venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres, être qu'elle connaissait et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque qui l'avait fait sourire. Mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'était plus comme dans la première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente devant lui.
Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul, suivant ses propres lois inconnues et fatales devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant de ces symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson, gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, remplie par l'admiration qu'inspire la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent, où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend. Odette de Crécy, retournant à voix, sonne, puis rapprocha ses visites, et sans doute, chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle, et qui ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent, parce que le front et le haut des joues, cette surface unie et plus plane, était recouverte par la masse des cheveux qu'on portait, alors prolongés en devant, soulevés en crêpés, répandus en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps, qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité. À cause des modes de l'époque, et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire, et finissant brusquement en pointe pendant que par en dessous commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes, mal emmanchées les unes dans les autres, tant les ruchers, les volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait au nœud, au bouillon de dentelle, aux effilés de jets perpendiculaires ou qui les dirigeaient le long du buse, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant, qui, selon que l'architecture de ces fanfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais quand Odette était partie, Swann souriait, en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet et timide avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps, et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive, et qui la faisait touchante sous le bouquet de fleurs de pensées artificielles fixées devant son chapeau rond de paille blanche, à bride de foulard noir. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendrez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. « Je comprends que je ne peux rien faire. Moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres, lui avait-elle répondu, je serai comme la grenouille devant l'aéropage. Et pourtant, j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initié. Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers, avait-elle ajouté, avec l'air de consentement de soi-même que prend une femme élégante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte, de se salir à une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en mettant elle-même les bains à la pâte. Vous allez vous moquer de moi. Ce peintre qui vous empêche de me voir, elle voulait parler de Vermeer. Je n'avais jamais encore entendu parler de lui. Vit-il encore? Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris? Pour que je puisse me représenter ce que vous aimez et deviner un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux. Bon, il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé, par galanterie, sa peur d'être malheureux. Vous avez peur d'une affection? Comme c'est drôle, moi qui ne cherche que cela. Qui donnerait ma vie pour en trouver une? Avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue qu'il en avait été remué. Vous avez dû souffrir par une femme, et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre. Vous êtes un être si à part. C'est cela que j'aimais d'abord en vous, j'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. Et puis, d'ailleurs, vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien que c'est ce que les femmes, vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre, mais moi je n'ai rien à faire. Je suis toujours libre, je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où il pourrait vous être commode de me voir, faites-moi chercher, et je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous? Savez-vous ce qui serait gentil, ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin, chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous, si on s'y retrouvait, et si je pensais que c'est un peu pour moi, que vous y êtes.
Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état latent jusque-là se déclare, pouvant n'avoir influé en rien sur lui, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries. Si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir, alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, ni qu'il eût été plus ou moins que notre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait. Il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu, ce qu'on aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurins. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin, et qui considérait un peu en gros comme tombé, tout en gardant de nombreuses millions dans la bohème et la racaille. Un jour, il reçut une lettre de Swann lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurins. « À la garde !» s'était écrié mon grand-père. « Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien par là que devait finir Swann. Joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande parce que je ne connais plus ce monsieur, et puis ça doit cacher une histoire de femme. Je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah bien, nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurins. » Et sur la réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurins. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça se passe vraiment quelques années avant la naissance même du narrateur. Donc tout ça, on est revenu des années même en arrière avec ce dont on parlait dans Combray. Les Verdurins avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais, d'une façon certaine, de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard, il ajoutait à toutes ces expressions de physionomie l'offre d'un sourire conditionnel et provisoire dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais comme pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage. On y voyait flotter perpétuellement une incertitude où se lisait la question qu'il n'osait pas poser. « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue, et même en général dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposé aux passants, aux voitures, aux événements, un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, si elle n'était pas de mise, qu'il le savait bien, et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points cependant, une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes et de compléter son instruction. C'est ainsi que, sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu, sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour les locutions, il était insatiable de renseignements, car, leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, il lui désirait savoir ce qu'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employer. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à couillat, etc. Et dans quel cas déterminé pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant au nom de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif qu'il pensait suffisant pour lui valoir des explications qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consistait à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans sauter d'en être cru que c'est à lui qu'on a obligation, était peine perdue avec lui, il prenait tout au pied de la lettre. Quel que soit l'aveuglement de Madame de Verdurin en son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernhardt, lui disant pour plus de grâce « Vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûr que vous avez déjà souvent entendu Sarah Bernhardt, et puis nous sommes peut-être trop près de la scène. » Le docteur Cottard, qui était entré dans la loge, avait un sourire qui attendait pour se préciser ou pour disparaître que quelqu'un d'autorisé le renseignât sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet, on est beaucoup trop près et on commence à être fatigué de Sarah Bernhardt. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi, vos désirs sont désordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on pas pour vous être agréable? Vous êtes si bonne. » Et il ajoutait « Sarah Bernhardt, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. »
C'est une expression bizarre, n'est-ce pas, dans l'espoir de commentaires qui ne venaient point. Tu sais, avait dit Madame Verdurin à son mari, je crois que nous faisons fausse route quand par modestie nous dépressions ce que nous offrons au docteur. C'est un savant qui vit en dehors de l'existence pratique. Il ne connaît pas par lui-même la valeur des choses et il s'en rapporte à ce que nous lui en disons. Je n'avais pas osé te le dire, mais je l'avais remarqué, répondit M. Verdurin. Et, au jour de l'an suivant, au lieu d'envoyer au docteur Cottard un rubis de 3000 francs en lui disant que c'était bien peu de choses, M. Verdurin acheta pour 300 francs une pierre reconstituée en laissant entendre qu'on pouvait difficilement en voir d'aussi belle. Quand Mme Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée M. Swann, « Swann ?» s'était écrié le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle prenait toujours plus ou moins dépourvu que quelconque cet homme qui se croyait pertinemment préparé à tout. Et voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann ? Qui ça, Swann ?» hurla-t-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain quand Mme Verdurin lui dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé ?»« Ah ! Bon, ça va bien, répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez Madame Verdurin, parce qu'il le supposait amoureux d'Odette et qu'il aimait à favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages, confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. » C'est très amusant hein, ce qu'il dit sur ce docteur Cottard qui finalement n'a pas d'avis. Et ses avis en fait sont basés sur ceux des autres. Donc on lui dit on s'ennuie un peu, il dit oui effectivement on s'ennuie. Là il lui envoie une pierre précieuse, en lui disant c'est une pierre précieuse alors que c'est une simple reconstitution, il est très très heureux. Et là on lui dit il y a Swann qui arrive et lui il est complètement paniqué parce qu'il n'a jamais entendu parler de Swann. Donc il ne peut pas avoir d'avis sur quelqu'un dont il n'a jamais entendu parler, lui qui ne se base que sur les avis des autres pour pouvoir donner le sien. Je trouve ça très amusant et là aussi ça n'a pas beaucoup changé sur certaines personnes. On continue. En disant au Verdurin que Swann était très smart, encore de l'anglais, mais je suis désolé, mais en plus je le prononce en anglais, Odette leur avait fait craindre un ennuyeux. Il leur fit au contraire une excellente impression, dont à leur insu sa fréquentation dans la société élégante était une des causes indirectes. Il avait en effet sur les hommes, même intelligents qui ne sont jamais allés dans le monde, une des supériorités de ceux qui y ont un peu vécu, qui est de ne plus le transfigurer par le désir ou par l'horreur qu'il inspire à l'imagination, de le considérer comme sans aucune importance. Leur amabilité séparée de tout snobisme et de la peur de paraître trop aimable, devenue indépendante, a cette aisance, cette grâce des mouvements de ceux dont les membres assouplis exécutent exactement ce qu'ils veulent, sans participation indiscrète et maladroite du reste des corps. La simple gymnastique élémentaire de l'homme du monde, tendant la main avec bonne grâce au jeune homme inconnu qu'on lui présente et s'inclinant avec réserve devant l'ambassadeur à qui on le présente, avait fini par passer, sans qu'il en eût fût conscient, dans toute l'attitude sociale de Swann, qui vis-à-vis de gens d'un milieu inférieur au sien, comme étaient les Verdurins et leurs amis, fit instinctivement montre d'un empressement, se livra à des avances dont, selon eux, un ennuyeux se fût abstenu. Il n'eut un moment de froideur qu'avec le docteur Cottard. En le voyant lui cligner de l'œil et lui sourire d'un air ambigu avant qu'ils se fussent encore parlé, mimique que Cottard appelait « laisser venir », vous imaginez la scène, vous arrivez dans un endroit comme ça, et vous connaissez personne, et puis il y a un type, présenté comme étant le docteur, qui a l'air un peu bizarre, et qui lui fait un petit sourire avec un petit clin d'œil et tout, et lui il appelle ça le « laisser venir ». Et lui il n'a jamais parlé, il s'est dit « mais qu'est-ce qu'il me fait, pourquoi il me fait un clin d'œil ?» Je trouve ça très maison. Swann crut que le docteur le connaissait sans doute pour s'être trouvé avec lui en quelques lieux de plaisir, bien que lui-même y alla pourtant fort peu, n'ayant jamais vécu dans le monde de la noce. C'est une phrase, mais d'une acidité, mais que je trouve ça génial. Trouvant l'allusion de mauvais goût, surtout en présence d'Odette qui pourrait en prendre une mauvaise idée de lui, il affecta un air glacial. Vous voyez, l'autre, il croit en fait qu'il l'a déjà croisé dans des lieux un peu malfaisants, qui va rarement, mais il y va quand même, et il pense que le docteur Cottard l'a croisé là, et qu'il fait des petits clins en disant je sais où vous allez. Et il se dit oula, l'autre, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, Odette? Donc je vais avoir un air glacial. Mais tout ça est d'un amusement, enfin, j'adore ça. Mais quand il apprit qu'une dame qui se trouvait près de lui était Madame Cottard, il pensa qu'un mari aussi jeune n'aurait pas cherché à faire allusion devant sa femme à des divertissements de ce genre, et il cessa de donner à l'air entendu du docteur la signification qu'il redoutait. Le peintre invita tout de suite Swann à venir avec Odette à son atelier. Swann le trouva gentil. « Peut-être qu'on vous favorisera plus que moi, dit Madame Verdurin, sur un ton qui feignait d'être piqué, et qu'on vous montrera le portrait de Cottard. » Elle l'avait commandé au peintre. « Pensez bien, Monsieur Biche, rappela-t-elle au peintre, à qui c'était une plaisanterie consacrée de dire monsieur, à rendre le joli regard, le petit côté fin, amusant de l'œil. Vous savez que ce que je veux surtout avoir, c'est son sourire. Ce que je vous ai demandé, c'est le portrait de son sourire. » Et comme cette expression lui sembla remarquable, elle la répéta très haut, pour être sûre que plusieurs invités l'eussent entendue, et même, sous un prétexte vague, en fit d'abord rapprocher quelques-uns. Swann,
demanda à faire la connaissance de tout le monde, même d'un vieil ami des Verdurins, Sagnette, à qui sa timidité, sa simplicité et son bon cœur avaient fait perdre partout la considération que lui avait valu sa science d'archiviste, sa grosse fortune et la famille distinguée dont il sortait. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Toutes les consonnes qu'il ne pouvait prononcer figuraient comme autant de dureté dont il était incapable. En demandant à être présenté à M. Sagnette, Swann fit à M. Verdurin l'effet de renverser les rôles, au point qu'en réponse, elle dit en insistant sur la différence, « Monsieur Swann, voudrez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre ami Sagnette ?» Mais excita chez Sagnette une sympathie ardente que d'ailleurs les Verdurins ne révélèrent jamais à Swann, car Sagnette les agaçait un peu, et il ne tenait pas à lui faire des amis. Mais en revanche, Swann les toucha infiniment, en croyant devoir demander tout de suite à faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir, on est toujours bien et que c'est ce qu'il y a de plus distingué, elle avait le visage excessivement rouge comme chaque fois qu'elle venait de manger. Elle s'inclina devant Swann avec respect, mais se redressa avec majesté. Comme elle n'avait aucune instruction et avait peur de faire d'efforts de français, elle prononçait exprès d'une manière confuse, pensant que si elle lâchait un cuir, il serait estompé d'un tel vague qu'on ne pourrait le distinguer avec certitude, de sorte que sa conversation n'était qu'un graillonnement indistinct duquel émergeaient de temps à autre les rares vocables dont elle se sentait sûre. Swann crut pouvoir se moquer légèrement d'elle, en parlant à M. Verdurin, lequel au contraire fut piqué. « C'est une si excellente femme, répondit-il, je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante, mais je vous assure qu'elle est agréable quand on cause seul avec elle. » Je n'en doute pas, s'empressa de concéder Swann. Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente, ajouta-t-il, en détachant cet adjectif, et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, dit M. Verdurin, je vais vous étonner. Elle écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu ? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur ? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, M. Swann ? Mais ce serait un bonheur, commençait à répondre Swann, quand le docteur l'interrompit d'un air moqueur. En effet, ayant retenu que dans la conversation l'emphase, l'emploi de formes solennelles était suranné, dès qu'il entendait un mot grave, dit sérieusement comme venait de l'être le mot bonheur, il croyait que celui qu'il avait prononcé venait de se montrer prud'homesque. Et si, de plus, ce mot se trouvait figuré par hasard dans ce qu'il appelait un vieux cliché, si courant que ce mot fût d'ailleurs, le docteur supposait que la phrase commencée était ridicule et la terminait ironiquement par le lieu commun qui semblait accuser son interlocuteur d'avoir voulu placer alors que celui-ci n'y avait jamais pensé. « Un bonheur pour la France !» s'écria-t-il malicieusement en levant les bras avec emphase. Oui, tellement ridicule ce docteur qu'il est persuadé qu'il y a eu un petit quelque chose là, hop, et ce serait un bonheur, il se dit, ah, lui il a voulu lâcher un début d'expression, alors il faut continuer par l'absurde, par le ridicule, un bonheur pour la France. Alors qu'en fait pas du tout, M. Swann il voulait juste écouter le pianiste, il ne pensait pas du tout avec cette expression. Mais ridicule, le Cottard, moi j'adore Cottard, il est génial. Monsieur Verdurin ne put s'empêcher de rire, mais qu'est-ce qu'ils ont à rire toutes ces bonnes gens, on a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là. S'écria Madame Verdurin. « Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence, ajouta-t-elle sur un ton dépité en faisant l'enfant. Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné, qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jura avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, ainsi que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on sentait aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se détruisent, mais elles n'y réussissent pas, et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches dans une accumulation d'érudite et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie, mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrer à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait sans fatigue ni risqué pour elle qu'elle riait aux larmes. On imagine la petite mimique qu'elle doit faire pour mimer le fait qu'elle rit aux larmes, alors juste parce qu'elle s'était un petit peu déformé la mâchoire en riant un jour. J'essaye d'imaginer la mimique, je me forçais à ne pas la faire, mais elle est là, j'ai envie de la faire, mais je vais être ridicule, mais je suis à deux doigts de la faire. Allez, on reprend son sérieux et on continue. Au moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyé ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux, et pour le plus grand désespoir de M. Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite et avait été distancé et vaincu par cette ruse d'une incessante et fictive hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau, qu'une taie commençait à voiler, et brusquement,
comme si elle n'eût eu que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accès mortel. Plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissait plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. On imagine le truc. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin juchait sur son perchoir, pareil à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Mais c'est tellement génial cette expression, sangloter d'amabilité. Cependant, M. Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, ici on ne se gêne pas, on est entre camarades, priait le jeune artiste de se mettre au piano. Allons, voyons, ne l'ennuie pas, il n'est pas ici pour être tourmenté, s'écria Mme Verdurin. Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi. Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie, dit M. Verdurin. M. Swann ne connaît peut-être pas la sonate en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. Ah non, 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 pas ma sonate, cria Mme Verdurin. Je n'ai pas envie, à force de pleurer, de me ficher un rhume de cerveau avec névralgie faciale, comme la dernière fois. Merci du cadeau, je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bons, vous autres, on voit bien que ce n'est pas vous qui garderez le lit 8 jours. En fait, ça lui fait tellement, elle est tellement heureuse de ça que ça lui fiche une migraine pendant 8 jours, la sonnette, tellement elle la trouve belle. La sonate, ça fait partie un peu comme la Madeleine de Proust, d'une des éléments, d'une des choses les plus connues de la recherche du temps perdu. Ce qui arrive là, c'est très très connu comme extrait. Vous pourrez dire, voilà, je connais l'extrait de la sonate de la recherche du temps perdu. La sonate de Vermeuil, si je me souviens bien, on verra après. Cette petite scène qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sa sensibilité musicale. Ceux qui étaient près d'elle faisaient signe à ceux qui plus loin fumaient ou jouaient aux cartes de se rapprocher, qu'il se passait quelque chose. Hop, 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 venez, venez. J'imagine le truc, leur disant, comme on fait au Reichstag dans les moments intéressants, écoutez, écoutez. Et le lendemain, on donnait des regrets à ceux qui n'avaient pas pu venir en leur disant que la scène avait été encore plus amusante que d'habitude. Eh bien, voyons, c'est entendu, dit M. Verdurin. Il ne jouera que l'andante. Que l'andante, comme tu y vas, s'écria Mme Verdurin. C'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si dans la 9e, il disait « nous n'entendrons que le final », ou dans les maîtres, que l'ouverture. Le docteur, cependant, poussait Mme Verdurin à laisser jouer le pianiste, non pas qu'il crût faire les troubles que la musique lui donnait, il y reconnaissait certains états neurasthéniques, mais par cette habitude qu'ont beaucoup de médecins de faire fléchir immédiatement la sévérité de leurs prescriptions dès qu'est en jeu, chose qui leur semble beaucoup plus importante, quelques réunions mondaines dont ils font partie, et dont la personne à qui ils conseillent d'oublier pour une fois sa diepsie ou sa grippe est un des facteurs essentiels. On a quand même un portrait du médecin, du corps médical, pas moins moqueur que chez Molière, si vous vous souvenez la vidéo sur Molière qu'on a fait récemment. « Vous ne serez pas malade cette fois-ci, vous verrez, lui dit-il, en cherchant à la suggestionner du regard. Et si vous êtes malade, nous vous soignerons. Bien vrai ? Répondit Mme Verdurin, comme si devant l'espérance d'une telle faveur, il n'y avait plus qu'à capituler. Peut-être aussi à force de dire qu'elle serait malade, y avait-il des moments où elle ne se rappelait plus que c'était un mensonge, et prenait une âme de malade. Or ceux-ci, fatigués d'être toujours obligés de faire dépendre de leur sagesse la rareté de leur accès, aiment se laisser aller à croire qu'ils pourront faire impunément tout ce qui leur plaît, et leur faire mal d'habitude, à condition de se remettre en les mains d'un être puissant qui, sans qu'ils aient aucune peine à prendre d'un mot ou d'une pilule, les remettra sur pied. Odette était allée s'asseoir sur un canapé de tapisserie qui était près du piano. « Vous savez, j'ai ma petite place, dit-elle à Mme Verdurin, celle-ci, en voyant Swann sur une chaise, le fit lever. Vous n'êtes pas bien là, allez donc vous mettre à côté d'Odette, n'est-ce pas Odette? Vous ferez bien une place à M. Swann. Quel joli Beauvais, dit avant de s'asseoir Swann qui cherchait à être aimable. Ah, je suis contente que vous appréciez mon canapé, répondit Mme Verdurin. Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beaux, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures. Tenez là, la petite vigne sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessiné ? Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois qu'il le savait plutôt dessiner. Est-elle aussi appétissante, cette vigne ? Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. Qu'est-ce que vous avez tous à rire ? Demandez au docteur, il vous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau, moi je fais ma petite cure de Beauvais. Mais monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Et ça c'est doux comme patine. Mais non, à pleine main, touchez-les bien. Ah, si Madame Verdurin commence à peloter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, dit le peintre. Taisez-vous, vous êtes un vilain. Au fond, dit-elle en se tournant vers Swann,
On nous défend, nous autres femmes, des choses moins voluptueuses que cela. Mais il n'y a pas une chair comparable à cela. Quand M. Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi, allons, sois poli au moins, ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Mais je ne dis absolument rien, voyons docteur, je vous prends témoin. Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Swann palpait les bronzes par politesse et n'osait pas cesser tout de suite. Allons, vous les caresserez plus tard. Maintenant, c'est vous qu'on va caresser dans l'oreille. Vous aimez cela, je pense. Voilà un petit jeune homme qui va s'en charger. Or, quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano multiforme, indivise, piane et entrechoquée comme la mauvaise agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé, tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l'air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines. Peut-être est-ce parce qu'il ne savait pas la musique qu'il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inétendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d'impression. Une impression de ce genre, pendant un instant, est pour ainsi dire sine materia. Sans doute les notes que nous entendons alors tendent déjà, selon leur hauteur et leur quantité, à couvrir devant nos yeux des surfaces de dimensions variées, à tracer des arabesques, à nous donner des sensations de largeur, de ténuité, de stabilité, de caprice. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par celles qu'éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et cette imprécision continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui par instant en émergent, à peine discernables pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable, si la mémoire comme l'ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, de nous permettait de les comparer à celles qui leur succèdent et de les différencier. Ainsi, à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait, si bien que, quand la même impression était tout d'un coup revenue, elle n'était déjà plus insaisissable. Il s'en représentait l'étendue, les groupements symétriques, la graphie, la valeur expressive. Il allait devant lui cette chose qui n'est plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Elle lui avait proposé aussitôt des voluptés particulières dont il n'avait jamais eu l'idée avant de l'entendre, dont il sentait que rien autre qu'elle ne pourrait les lui faire connaître, et il avait éprouvé pour elle comme un amour inconnu. D'un rythme lent, elle le dirigeait ici d'abord, puis là, puis ailleurs, vers un bonheur noble, inintelligible et précis. Et tout d'un coup, au point où elle était arrivée et d'où il se préparait à la suivre, après une pause d'un instant, brusquement, elle changeait de direction, et d'un mouvement nouveau, plus rapide, menu, mélancolique, incessant et doux, elle l'entraînait avec elle vers des perspectives inconnues. Puis elle disparut. Il souhaita passionnément la revoir une troisième fois. Et elle reparut en effet, mais sans lui parler plus clairement, en lui causant même une volupté moins profonde. Mais rentré chez lui, il eut besoin d'elle. Il était comme un homme dans la vie de qui une passante qu'il a aperçue un moment vient de faire entrer l'image d'une beauté nouvelle qui donne à sa propre sensibilité une valeur plus grande, sans qu'il sache seulement s'il pourra revoir jamais celle qu'il aime déjà et dont il ignore jusqu'au nom. Même cet amour, pour une phrase musicale, semble à un instant devoir amorcer chez Swann la possibilité d'une sorte de rajeunissement. Depuis si longtemps, il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la borné à la poursuite de satisfactions quotidiennes qui croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne changerait plus que jusqu'à sa mort. Bien plus ne se sentant plus d'idées élevées dans l'esprit, il avait cessé de croire à leur réalité, sans pouvoir non plus le nier tout à fait. Aussi avait-il pris l'habitude de se réfugier dans des pensées sans importance qui lui permettaient de laisser de côté le fond des choses. De même qu'il ne se demandait pas s'il n'eût pas mieux fait de ne pas aller dans ce monde, mais en revanche savait avec certitude que s'il avait accepté une invitation, il devait s'y rendre, et que s'il n'y faisait pas de visite après, il lui fallut laisser des cartes. De même, dans sa conversation, il s'efforçait de ne jamais exprimer avec cœur une opinion intime sur les choses, mais de fournir des détails matériels qui valaient en quelque sorte par eux-mêmes, et lui permettaient de ne pas donner sa mesure.
Il était extrêmement précis pour une recette de cuisine, pour la date de la naissance ou de la mort d'un peintre, pour la nomenclature de ses œuvres. Pourtant, parfois, malgré tout, il se laissait aller à émettre un jugement sur une œuvre, sur une manière de comprendre la vie, mais il donnait alors à ses paroles un ton ironique, comme s'il n'adhérait pas tout entier à ce qu'il disait. Or, comme certains valétudinaires, chez qui tout d'un coup un pays où ils sont arrivés, un régime différent, quelquefois une évolution organique, spontanée et mystérieuse semble amener une telle régression de leur mal qu'ils commencent à envisager la possibilité inespérée de commencer sur le tard une vie toute différente, Swann trouvait en lui, dans le souvenir de la phrase qu'il avait entendue, dans certaines sonates qu'il s'était fait jouer, pour voir s'il ne les découvrirait pas la présence d'une de ces réalités invisibles auxquelles il avait cessé de croire et auxquelles, comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence sélective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Mais n'étant pas arrivé à savoir de qui était l'œuvre qu'il avait entendue, il n'avait pu se la procurer et avait fini par l'oublier. Il avait bien rencontré dans la semaine quelques personnes qui se trouvaient comme lui à cette soirée et les avait interrogées, mais plusieurs étaient arrivés après la musique ou partis avant. Certaines, pourtant, étaient là pendant qu'on l'exécutait, mais étaient allées causer dans un autre salon, et d'autres, restés à écouter, n'avaient pas entendu plus que les premières. Quant au maître de maison, il savait que c'était une œuvre nouvelle que les artistes qu'ils avaient engagés avaient demandé à jouer. Ceux-ci étaient partis en tournée, Swann ne put en savoir davantage. Il avait bien des amis musiciens, mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui a fait la phrase, en voyant devant ses yeux les formes qu'elle dessinait, il était pourtant incapable de la leur chanter, puis il cessa d'y penser. Or, quelques minutes après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez Madame Verdurin, tout d'un coup, après une note haute, longuement tenue pendant 2 mesures, il vit approcher, s'échappant de sous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel, et qu'aucun autre n'aurait pu remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il rencontrait dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespéré de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son souvenir. Mais maintenant, il pourrait demander le nom de cet inconnu. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Vous voyez ? Il la tenait. Il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il voudrait. Essayer d'apprendre son langage et son secret. Aussi, quand le pianiste eut fini, Swann s'approcha-t-il de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité plut beaucoup à Madame Verdurin. Vous voyez, là, c'est... Alors, il n'y avait pas des applications comme Shazam, je crois, qui permettent de... Hop, on sait de suite ce que c'est la musique. Là, il a entendu un jour une musique qu'il a trouvée extraordinaire, qu'il a transportée, tout est décrit. Un jour, dans un salon... Sauf qu'il n'a jamais pu demander le nom, personne n'est au courant, les autres ne savent même pas, ils n'étaient pas là, etc. Et donc pendant des jours, après il l'a oublié, mais pendant des jours ça lui restait en tête, mais savoir, mais qu'est-ce que c'est cette musique ? Je veux la réentendre un jour. Impossible de savoir. Et là, chez les Verdurins, amené par Odette, il entend cette musique, jouée par ce jeune pianiste. Génial, cette scène. Et tout renaît en lui. Et donc là, il ose la demander, et c'est la fameuse sonate de Vinteuil. Quel charmeur, n'est-ce pas, dit-elle à Swann. On parle de Madame Verdurin. La comprend-il hâté, sa sonate, le petit misérable ? Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre à ça ? C'est tout excepté du piano, ma parole. Chaque fois j'y suis reprise, je crois entendre un orchestre. C'est même plus beau que l'orchestre, plus complet. Le jeune pianiste s'inclina et, souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un trait d'esprit, « Vous êtes très indulgente pour moi, dit-il. » Et tandis que Madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne-lui de l'orangeade, il l'a bien mérité. » Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Car Madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette. » Elle répondit « Oui, de très belles. » Et Swann trouva délicieuse sa simplicité. Cependant, il demandait des renseignements sur Vinteuil, sur son œuvre, sur l'époque de sa vie, où il avait composé ses sonates, sur ce qui avait pu signifier pour lui la petite phrase. C'est cela surtout qu'il aurait voulu savoir. Mais tous ces gens qui faisaient profession d'admirer ce musicien, quand Swann avait dit que sa sonate était vraiment belle, Madame Verdurin s'était écriée « Je vous crois un peu qu'elle est belle, mais on n'avoue pas qu'on ne connaît pas la sonate de Vinteuil, on n'a pas le droit de ne pas la connaître. » Et le peintre avait ajouté « Ah, c'est tout à fait une très grande machine, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, si vous voulez, la chose chère et publique, n'est-ce pas, mais c'est la très grosse impression pour les artistes. » Ces gens semblaient ne s'être jamais posé des questions, car ils furent incapables d'y répondre.
même à une ou deux remarques particulières que fit Swann sur sa phrase préférée. « Tiens, c'est amusant, je n'avais jamais fait attention. Je vous dirais que je n'aime pas beaucoup chercher la petite bête et m'égarer dans des pointes d'aiguille. On ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre ici. Ce n'est pas le genre de la maison, répondit Madame Verdurin, que le docteur Cottard regardait avec une admiration béate et un zèle studieux se jouer au milieu de ce flot d'expressions toutes faites. D'ailleurs, lui et Madame Cottard, avec une sorte de bon sens, comme en ont aussi certaines gens du peuple, se gardaient bien de donner une opinion ou de feindre l'admiration pour une musique qu'ils s'avouaient l'un à l'autre, une fois rentrés chez eux, ne pas plus comprendre que la peinture de Monsieur Biche. Comme le public ne connaît du charme, de la grâce, des formes de la nature que ce qu'il en a puisé dans les poncifs de Nard lentement assimilés, et qu'un artiste original commence par rejeter ses poncifs, monsieur et madame Cottard, image en cela du public, ne trouvaient ni dans la sonate de Vinteuil, ni dans les portraits du peintre, ce qui faisait pour eux l'harmonie de la musique et la beauté de la peinture. Il leur semblait, quand le pianiste jouait la sonate, qu'il accrochait au hasard sur le piano des notes, qui ne reliaient pas en effet les formes auxquelles ils étaient habitués, et que le peintre jetait au hasard des couleurs sur ses toiles. Quand, dans celle-ci, il pouvait reconnaître une forme, il la trouvait alourdie et vulgarisée, c'est-à-dire dépourvue de l'élégance de l'école de peinture à laquelle il voyait dans la rue même les êtres vivants, et sans vérité, comme si M. Biche n'eût pas su comment était construite une épaule et que les femmes n'ont pas les cheveux mauves. Pourtant, les fidèles s'étaient dispersés. Le docteur sentit qu'il y avait là une occasion propice, et pendant que Madame Verdurin disait un dernier mot sur la sonate de Vinteuil, comme un nageur débutant qui se jette à l'eau pour apprendre, mais choisit un moment où il n'y a pas trop de monde pour le voir, alors c'est ce qu'on appelle un musicien dit primo cartello, s'écria-t-il avec une brusque résolution. Swann apprit seulement que l'apparition récente de la sonate de Vinteuil avait produit une grande impression dans une école de tendance très avancée, mais était entièrement inconnue du grand public. « Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Vinteuil, dit Swann, en pensant au professeur de piano des sœurs de ma grand-mère. C'est peut-être lui, s'écria Madame Verdurin. Oh non, non, répondit Swann en riant. Si vous l'aviez vu 2 minutes, vous ne vous poseriez pas la question. Alors, poser la question, c'est la résoudre, dit le docteur. Mais ce pourrait être un parent, reprit Swann. Cela serait assez triste, mais enfin, un homme de génie peut être le cousin d'une vieille bête. Si cela était, j'avoue qu'il n'y a pas de supplice que je ne m'imposerais pour que la vieille bête me présentât à l'auteur de la sonate. D'abord le supplice de fréquenter la vieille bête, et qui doit être affreux. Le peintre savait que Vinteuil était à ce moment très malade et que le docteur Potin craignait de ne pouvoir le sauver. « Comment » s'écria Madame Verdun. « Il y a encore des gens qui se font soigner par Potin ?» « Ah, Madame Verdurin, dit Cottard, sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères, je devrais dire un de mes maîtres. » Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale, et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla, car une œuvre de musique pure, ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie reconnue dans une sonate lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval, qui pourtant s'observe en effet. « Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres, vous en savez 10 fois autant que lui, répondit Madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Vous ne tuez pas vos malades, vous, au moins. Mais madame, il est de l'académie, répliqua le docteur d'un air ironique. Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire c'est Potin qui me soigne. Là, ça me fait beaucoup penser à Molière. Molière, on est quelqu'un qui doit imiter un médecin et dire, rassurez-vous, je saurais autant faire mourir mes patients qu'un vrai médecin. Et là, on est presque dedans. Hein. Si un malade préfère mourir, pas guérir, mais préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire, c'est Potin qui me soigne. Ah, c'est plus chic, dit Madame Verdurin. Alors il y a du chic dans les maladies maintenant. Je ne savais pas ça. Ce que vous m'amusez, s'écria-t-elle tout d'un coup, en plongeant sa figure dans ses mains, et moi, bonne bête, qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre. Quant à M. Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus rattraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. « Vous savez que votre ami nous plaît beaucoup, dit Mme Verdurin à Odette, au moment où celle-ci lui souhaitait le bonsoir. Il est simple, charmant. Si vous n'avez jamais à nous présenter des amis comme cela, vous pouvez les amener. » M. Verdurin fit remarquer que pourtant Swann n'avait pas apprécié la tante du pianiste. « Il s'est senti un peu dépaysé, cet homme, répondit Mme Verdurin. Tu ne voudrais pourtant pas que, la première fois, il ait déjà le ton de la maison, comme Cottard qui fait partie de notre petit clan depuis plusieurs années. La première fois ne compte pas, c'était utile pour prendre langue. Odette, il est convenu qu'il viendra nous retrouver demain au Châtelet, si vous allez le prendre.
Mais non, il ne veut pas, enfin comme vous voudrez, pourvu qu'il n'aille pas lâcher au dernier moment. À la grande surprise de Madame Verdurin, il ne lâcha jamais. Il allait les rejoindre n'importe où, quelquefois dans les restaurants de banlieue, ou, allez plus encore, car ce n'était pas les saisons, plus souvent au théâtre, que Madame Verdurin aimait beaucoup. Et comme un jour, chez elle, elle dit devant lui que pour les soirs de première, de gala, un coupe-fil leur aurait été fort utile, que cela leur avait beaucoup gêné de ne pas en avoir le jour de l'enterrement de Gambetta, Swann, qui ne parlait jamais de ses relations brillantes, mais seulement de celles mal cotées qu'il eût jugé plus délicat de cacher, et au nombre desquelles il avait pris dans le Faubourg Saint-Germain l'habitude de ranger les relations avec le monde officiel, répondit « Je vous promets de m'en occuper, vous l'aurez à temps pour la reprise des Danichev. Je déjeune justement demain avec le préfet de police à Paris, à l'Élysée. » « Comment ça, à l'Élysée » cria le docteur Cottard d'une voix tonnante. « Oui, chez monsieur Grévy, répondit Swann, un peu gêné de l'effet que sa phrase avait produit. Et le peintre dit au docteur, en manière de plaisanterie, « Ça vous prend souvent ?» Généralement, une fois l'explication donnée, Cottard disait « Ah bon, ça va bien » et ne montrait plus trace d'émotion. Mais cette fois-ci, les derniers mots de Swann, au lieu de lui procurer l'apaisement habituel, portèrent au comble son étonnement qu'un homme avec qui il dînait, qui n'avait ni fonction officielle, ni l'illustration d'aucune sorte, fraya le chef de l'État. « Comment ça, monsieur Grévy ?» C'est monsieur Cottard qui parle, il est encore plus surpris de savoir qu'il va manger avec le chef d'État. « Vous connaissez monsieur Grévy ?» dit-il à Swann, de l'air stupide et incrédule d'un municipal à qui un inconnu demande à voir le président de la République et qui, comprenant par ces mots à qui il a affaire, comme disent les journaux, assure au pauvre démon qu'il va être reçu à l'instant et le dirige sur l'infirmerie spéciale du dépôt. « Oh, je le connais un peu, nous avons des amis communs. Il nous a pas dit que c'était le prince de Galles. Du reste, il invite très facilement, et je vous assure que ces déjeuners n'ont rien d'amusant. Ils sont d'ailleurs très simples, on n'est jamais plus de 8 à table, répondit Swann, qui lâchait d'effacer ce qui semblait avoir de trop éclatant aux yeux de son interlocuteur des relations avec le président de la République. Bon, après, il faut savoir que c'est le président de la Troisième République. On n'est pas dans, aujourd'hui, cette Cinquième République où le président est omnipotent et partout, on lui demande d'être partout, tout le temps, tous les jours. À l'époque de la Troisième République, c'était une fonction beaucoup plus honorifique, donc il avait plus de temps de déjeuner comme ça avec tout le monde. Aussitôt Cottard, s'en remportant aux paroles de Swann, adopta cette opinion au sujet de la valeur d'une invitation chez M. Grévy, que c'était chose fort peu recherchée et qui courait les rues. Dès lors, il ne s'étonna plus que Swann, aussi bien qu'un autre, fréquentât l'Élysée, et même il le plaignait un peu d'aller à ces déjeuners que l'invité avouait lui-même être ennuyeux. « Ah, bien, ça va bien, dit-il sur le ton d'un douanier, méfiant tout à l'heure, mais qui, après vos explications, vous donne son visa et vous laisse passer sans ouvrir vos malles. »« Ah, je vous crois qu'ils ne doivent pas être amusants ces déjeuners. Vous avez de la vertu d'y aller, dit Madame Verdurin, à qui le président de la République apparaissait comme un ennuyeux particulièrement redoutable parce qu'il disposait de moyens de séduction et de contraintes qui, à employer à l'égard des fidèles, eussent été capables de les faire lâcher. Il paraît qu'il est sourd comme un pot et qu'il mange avec ses doigts. » En effet. Alors, ce ne doit pas beaucoup vous amuser d'y aller, dit le docteur avec une nuance de commisération. Et se rappelant le chiffre de 8 convives, sont-ce des déjeuners intimes demanda-t-il vivement avec un zèle de linguiste, plus encore qu'une curiosité de badaud. Mais le prestige qu'avait à ses yeux le président de la République finit pourtant par triompher, et de l'humilité de Swann et de la malveillance de Madame Verdurin, et à chaque dîner, Cottard demandait avec intérêt « Verrons-vous ce soir, monsieur Swann ?» Il a des relations personnelles avec monsieur Grévy, c'est bien ce qu'on appelle un gentleman. Il alla même jusqu'à lui offrir une carte d'invitation pour l'exposition dentaire. Vous serez admis avec les personnes qui seront avec vous, mais on ne laisse pas entrer les chiens. Vous comprenez, je vous dis cela parce que j'ai eu des amis qui ne le savaient pas et qui s'en sont mordus les doigts. Quant à M. Verdurin, il remarqua le mauvais effet qu'avait produit sur sa femme cette découverte que M. Swann avait des amitiés puissantes dont il n'avait jamais parlé. Si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors, c'est chez les Verdurin que Swann retrouvait le petit noyau. Mais il ne venait que le soir et n'acceptait presque jamais à dîner, malgré les instances d'Odette. « Je pourrais même dîner seul avec vous si vous aimiez mieux cela, lui disait-elle. Et Madame Verdurin ? Oh, ce serait bien simple, je n'aurais qu'à dire que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard, il y a toujours moyen de s'arranger. Vous êtes gentil. » Mais Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vînt le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémy connaissait, elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin.
À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde !» et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait pour eux deux la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Alors qu'il était avec une ouvrière jusqu'au moment de la voiture, quand même. Donc, Monsieur Swann, il ne change pas, et c'est pas un être quand même très, très respectueux et très respectable. Il commençait par la tenue des trémolos de violon, que pendant quelques mesures on entendait seul, occupant tout le premier plan, puis tout d'un coup, il semblait s'écarter, et comme dans ces tableaux de Peter de Houche, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entr'ouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté de lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simple et immortel, distribuant çà et là les dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait, il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour, qui, même pour les Verdurin que pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice, l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça, notre morceau. » Et même, souffrant de songer au moment où elle passait si proche, et pourtant à l'infini que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle ait eu une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère en eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée, nous en voulons à l'eau de la gemme et au mot du langage de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier. Souvent, il se trouvait que c'était tant attardé avec la jeune ouvrière qu'avant d'aller chez les Verdurin, qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentrât. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel rue La Pérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de la voir plus tôt, d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix parce que grâce là, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quittée. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann. Un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait à deux mains, elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour, et quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. C'est beau comme moment, c'est-à-dire que Swann il est capable d'être un énorme goujat, on le voit avec l'ouvrière, et puis ensuite, quand même, malgré tout, de réaliser ces petits moments très délicieux et romantiques, de serrer contre sa bouche le morceau de chrysanthème, le morceau de fleur qu'elle a pris pour lui, et ensuite d'attendre qu'il soit fané, et puis de l'enfermer dans un secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. 2 fois seulement, dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. L'isolement et le vide de ces courtes rues, faites presque toutes de petits hôtels contigus, tout à coup venus rompre la monotonie quelques sinistres échoppes, témoignages historiques et restes sordides du temps où ces quartiers étaient encore mal famés, la neige qui était restée dans le jardin et aux arbres, le négligé de la saison, le voisinage de la nature, donnaient quelque chose de plus mystérieux à la chaleur, aux fleurs qu'il avait trouvées en entrant. Laissant à gauche, au rez-de-chaussée surélevé, la chambre à coucher d'Odette qui donnait derrière sur une petite rue parallèle, un escalier droit entre des murs peints de couleurs sombres et d'où tombaient des étoffes orientales, des fils de chapelets turcs et une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale, s'éclairait au gaz, montaient au salon et au petit salon. Ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur quadrillé d'un treillage de jardin, mais doré, était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissait comme dans une serre une rangée de ces gros chrysanthèmes encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui depuis l'année dernière se portait sur eux, mais il avait eu plaisir cette fois à voir la pénombre de la pièce zébrée de rose, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les jours gris. Odette l'avait reçu en robe de chambre, de soie rose, le cou et les bras nus. Elle l'avait fait asseoir près d'elle, dans un des nombreux retraits mystérieux qui étaient ménagés dans les enfoncements du salon.
protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de Chine, ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de ruban et des éventails. Elle lui avait dit « Vous n'êtes pas confortable comme cela, attendez, moi je vais bien vous arranger. » Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelque invention particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes, presque toutes enfermées dans des potiches chinoises, brûlées, isolées ou par couple, toutes sur des meubles différents comme sur des hôtels, et qui dans le crépuscule déjà presque nocturne de cette fin d'après-midi d'hiver avaient fait reparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain, faisant peut-être rêver dans la rue quelque amoureux arrêté devant le mystère de la présence que décelaient et cachaient à la fois les vitres rallumées, elle avait surveillé sévèrement du coin de l'œil le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en en mettant une seule là où il ne fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit, et son portrait, placé sur un chevalet oblique drapé de peluche, mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier, et le réprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé trop près de 2 jardinières, qu'elle se déshervait de nettoyer elle-même dans sa peur qu'on ne les abîmât, et qu'elle alla regarder de près pour voir s'ils ne les avaient pas écornés. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes, et aussi aux orchidées, aux cattleya surtout, qui étaient avec les chrysanthèmes ses fleurs préférées, parce qu'ils avaient le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de son manteau, dit-elle à Swann en lui montrant une orchidée, avec une nuance d'estime pour cette fleur si chic, pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait, si loin d'elle dans l'échelle des êtres, et pourtant raffinée, plus digne que bien des femmes qu'elle lui fit une place dans son salon. En lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu, décorant une potiche ou brodées sur un écran les corolles d'un bouquet d'orchidées, dromadaires d'argent niellés aux yeux incrustés de rubis qui voisinaient sur la cheminée avec un crapaud de jade, elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté ou de rire de la cocasserie des monstres, de rougir de l'indécence des fleurs et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud qu'elle appelait chéri. Et ces affectations contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame du Laguet qu'il avait jadis, quand elle habitait Nice, guérie d'une maladie mortelle et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite. Odette fit à Swann son thé, lui demanda citron ou crème, et comme il répondit crème, lui dit en riant un nuage. Et comme il le trouvait bon, vous croyez que je sais ce que vous aimez ? Ce thé en effet parut à Swann quelque chose de précieux comme à elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui au contraire sans lui n'en seraient pas et finissent avec lui, que quand il l'avait quitté à 7 heures pour rentrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répéta, ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose si rare, du bon thé. 1 heure après, il reçut un mot d'Odette, et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être pour des yeux moins prévenus le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volupté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. Voilà, fin de cette première partie de la lecture de Un amour de Swann que j'ai trouvé génial. Voilà, avec ces rencontres entre Odette et Swann, ses premiers moments chez Verdurin, la fameuse sonate, là, cette fin avec ce thé, en fait, il se rend compte que c'est plutôt pas mal d'avoir quelqu'un chez qui aller régulièrement. Bref, pour l'instant, Swann est un être vraiment très égoïste, qui pense qu'à lui, très superficiel, pas très attachant, je trouve. Vous voyez, et là, c'est pas du tout le même Swann qu'on voyait dans la première partie. C'est ça qui est vraiment génial avec La recherche du temps perdu. Puis à la fin, vous auriez également laissé votre cœur que je ne vous aurais pas laissé le reprendre. C'est magnifiquement dit. C'est vraiment très très beau comme expression. Alors, nous sommes donc à la page 383. On va basculer 50 pages plus tard. Page 433, ou un petit peu avant ou un petit peu après. Je regarde s'il n'y a pas, par miracle, des paragraphes qui se terminent. Bon, peut-être que d'ici là, certains trouveront mieux que moi. On va finalement s'arrêter un peu avant, pas 50 pages exactement, mais on va s'arrêter page 426 à fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swann.
Voilà. Et après, en fait, on va commencer un long passage où il y a des dialogues, et ça prend plusieurs temps, ça nous aurait amené beaucoup trop loin après. Donc voilà, un peu moins de 50 pages pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et puis bonne lecture en attendant, lisez des livres et profitez bien de Marcel Proust. Au revoir.